Tobacco is seen as a soft touch. Le marché illégal européen se situe en France. La politique fiscale n'atteint plus ses objectifs. Ça va nourrir du narcotrafic. These kind of measures do not work. La sécurité publique est mise à mal. Your money is going to organized crime. L'achat de cigarettes, de contrebande, contrefaçon, c'est un sport national. Précédemment dans Tais-toi et fume. Whether we like it or not, people like nicotine. Pour diminuer le tabagisme de 10%, il faut augmenter le prix du tabac de 20%. Ceux qui sont fumeurs, ça les met dans la merde. Changing the way people use nicotine, that's the focus of tobacco harm reduction. Ce n'est pas le tabac en lui-même qui tue. On se trompe de combat prioritaire. Sweden is an exemption. A new product entered the market, the nicotine pouch. Le problème de la nicotine n'en est pas un. Nowadays, if you smoke, you consider us not educated. Une société sans drogue, ça n'existe pas. You cannot raise the price of an addictive drug and then deny people the alternatives. You will fail with your policy. Banning flavors is breaking the product's function. It would be a public health disaster. Nicotine does not cause cancer. Pourquoi des personnes intelligentes ne comprennent pas? Nobody has ever conducted a study. They don't even want to listen to the argument. Why is that? Completely mad. Le tabagisme en Europe. Avec les 3 premiers épisodes de cette série, nous pensions avoir fait le tour du sujet. La nicotine injustement diabolisée, l'importance de mener une politique de santé publique en faveur de la réduction des risques, le rôle essentiel des arômes pour ceux qui réussissent à tourner le dos à la cigarette à l'aide des produits sans combustion. Nous avons démontré l'inexistence d'un effet passerelle. Nous nous sommes même intéressés au fonctionnement de l'addiction qui conditionne le cerveau des fumeurs. Mais nous étions loin du compte. Le tabagisme est un sujet vaste, ses causes et ses conséquences complexes et en constante mutation. Alors nous allons revenir au cœur du sujet, le tabac. Et tout le monde peut retenir son souffle, parce que cette fois, nous allons parler du nerf de la guerre, le prix du paquet de cigarettes. Nous vous en avons déjà parlé. Grâce aux sachets de nicotine, les pouches, la Suède a réduit sa prévalence tabagique sous la barre symbolique des 5%. Une véritable prouesse. Une exception aussi, parce que pendant ce temps, au sein même de l'Union européenne, les fumeurs continuent de payer leur addiction au prix fort. Ils sont tous d'accord, le paquet de cigarettes est beaucoup trop cher, et son prix ne cesse d'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que c'est l'arme ultime pour lutter contre le tabagisme. Alors nous, on aimerait bien croire que c'est aussi simple. Sauf que maintenant, on sait ce que les professionnels de santé, les tabacologues et les addictologues en pensent. Augmenter le prix du tabac tous les ans, au compte-gouttes, est une mesure punitive, injuste et très insuffisante pour obtenir des résultats probants, à des années-lumière de ce que la Suède a réussi à accomplir. Nous nous sommes donc tournés vers ceux à qui on n'avait pas encore parlé, les industriels du tabac, avec une question toute simple. Quand le prix d'un paquet de cigarettes augmente, que se passe-t-il concrètement ? C'est très simple. Ça fait baisser la vente des volumes de la vente légale. L'augmentation du prix a un impact effectivement sur le nombre de cigarettes vendues, mais exclusivement par les réseaux officiels en fait. On a constaté qu'1% d'augmentation du prix du tabac. Ça génère une chute des volumes de 1,2%. Aujourd'hui, on a moins de Français qui achètent leur tabac en France. Donc, le prix du paquet, oui, par évidence, et on peut le voir aussi dans la distribution du tabac, tout converge sur le phénomène de prix. On travaille très fort avec notre logisticien du tabac pour justement essayer de trouver les bonnes solutions, parce que sur un marché baissier, il faut se réadapter, mais tout est lié au prix. Tout est lié au prix. Tout ce qui est augmentation du tabac pousse le consommateur à aller vers des marchés parallèles. A big part of the illicit cigarette problem is consumer prices. So consumers, when the cigarette products the prices are high, people are looking for other alternatives, and illicit products are usually available and definitely they are much less costly. Le problème est réellement le delta entre le prix moyen d'un paquet de cigarettes chez les buralistes en France, qui est près de 13 € aujourd'hui, et 85% de ce 13 €, c'est la fiscalisation par l'État français, versus les pays limitrophes où le prix moyen d'un paquet, par exemple en Espagne, est à moins de 6 €, et au Luxembourg et en Belgique, où il est en bas des 10 €. Alors, la différence entre le prix légal et ce qu'on peut trouver dans la rue,
c'est l'offre et la demande est là. Et le phénomène du prix ne va faire qu'accentuer ce sujet. Quand tu peux aller chercher un produit à moins 100% du prix réel, sans imposition, sans charge fixe, sans tous ces sujets, mais si on augmente le prix, on augmente également la valeur du marché illégal. Faut faire attention à ça. Yeah, and if, for example, one of the things that comes up is, how about we make the price standard across Europe so everyone pays the same? Well, people in Europe earn different amounts. So straight away, that's going to be very difficult for someone on a lower income as opposed to someone on a higher income. Ça devient un sujet sociétal. L'achat de cigarettes, de contrebande, contrefaçon, on l'appelle comme on veut, c'est un sport national. Et c'est un sport national de tous les Français. L'offre et la demande. La pression fiscale crée les conditions pour qu'un marché parallèle se développe et le prix du paquet de cigarettes pousse les consommateurs à acheter de la contrebande. Mais dans quelle proportion exactement? Quelle est la quantité de tabac illicite consommée par les Français? La nature même de la contrebande la rend extrêmement difficile à quantifier. Alors pour mieux appréhender ce phénomène, et surtout tenter de le comprendre, nous nous sommes intéressés à une étude menée par l'IFOP en août 2025 auprès de 3000 citoyens fumeurs à qui on a posé des questions sur leurs habitudes de consommation. Effectivement, donc c'est une enquête exclusive qui a été réalisée. Peu d'études, à ma connaissance, auprès des consommateurs avaient été faites. C'est un échantillon de taille très importante, avec une marge d'erreur réduite. À côté du recours au bureau de tabac, on voit qu'il y a toutes sortes de canaux d'approvisionnement qui sont utilisés. Moi, la première chose qui m'a frappé vraiment en voyant les résultats, c'est le poids de l'approvisionnement via l'étranger. Donc là, on voit qu'on est à 50% des consommateurs. C'est considérable. On voit que, par exemple, les départements frontaliers de l'Espagne et d'Andorre, 69% des consommateurs disent avoir acquis via l'étranger. Donc ça veut dire que c'est quasi généralisé dans ces zones géographiques. Deuxième élément, je trouve, qui ressort dans les lieux d'approvisionnement, c'est effectivement l'existence de comportements qui sont clairement illégaux. Alors on a fait un total logique en prenant le fait d'acheter des cigarettes dans la rue directement, par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un site internet. On voit que c'est quasiment un quart des fumeurs, 23%. Donc on est vraiment sur des proportions là aussi qui sont élevées, moindres bien sûr que pour l'achat à l'étranger, mais néanmoins très élevées. Quand on mélange en fait des canaux d'approvisionnement qui sont clairement illégaux ou qui sont un peu borderline, on est à 54%. Donc à nouveau, on est sur des proportions qui sont à plus d'un consommateur sur deux. Et les gens ne veulent pas aller dans la rue pour le plaisir d'aller dans la rue. Mais avec le tabac, on les a forcés à 5 € pour un paquet de clopes contre 13 au bureau de tabac. L'étude menée par l'IFOP confirme qu'un des effets secondaires du prix du tabac est de pousser plus de 50% des consommateurs vers des comportements illégaux. Cette étude nous apprend également que la majorité des fumeurs qui s'approvisionnent hors buraliste, particulièrement dans la rue et sur Internet, est issue des catégories modestes et pauvres. D'après le gouvernement, l'augmentation du prix du tabac est censée être une des motivations principales pour arrêter de fumer. Mais toujours d'après l'IFOP, cet effet soi-disant bénéfique est à nuancer. Est-ce que ça les inciterait à arrêter de fumer? Pour 45% d'entre eux, oui. Avec des résultats qui sont partagés. Donc là, à nouveau, on va regarder comment ça se répartit sur l'intensité. C'est assez dépendant du nombre de cigarettes consommées. Plus c'est des gros consommateurs qui fument beaucoup de cigarettes par jour, plus la proportion qui disent que ça les inciterait, en fait, non. Ils disent non. La politique fiscale sur les cigarettes en France est excessive et n'atteint plus ses objectifs ni financiers ni de santé publique. The experience shows that excessive measures, big increases in cigarette prices or bans, these kind of measures do not work. Les chiffres le prouvent. La plus haute fiscalité en Europe est le taux de tabagisme ou un des taux de tabagisme les plus élevés, 31% contre plus ou moins 5% en Suède. Il faut juste regarder les chiffres et se sortir peut-être la tête du sable. L'augmentation du prix du tabac est une réponse simpliste à un problème complexe qui montre clairement ses limites en matière de lutte contre le tabagisme. Une partie des fumeurs occasionnels arrive à décrocher, tandis que pour tous les autres, c'est la double peine. On le sait, la fiscalisation est à sens unique. Impossible de baisser le prix du tabac sans mettre en péril le fragile équilibre entre santé publique et recettes publiques. Mais aujourd'hui, le constat est très simple. Le fumeur a besoin de sa nicotine, et le tabac de contrebande est omniprésent. Alors que l'on parle d'achat à l'étranger, au coin de la rue à la sauvette, de trafic à grande échelle ou de contrefaçon, que savons-nous exactement de l'impact direct de ce marché noir sur notre société? Tobacco is seen as a soft touch.
The ones that come to mind when you say, well, tell me about a serious crime, it's drugs, it's weapons, it's things like cybercrime, you know. On a 4 millions de consommateurs de stupéfiants en France. On a à minima 13 millions de consommateurs de nicotine, de tabac, tout ça cumulé avec différentes interactions en fonction des âges des consommateurs. Et c'est un marché qui est très très important. A big part of these lost revenues from the European member states, big part of that are going to and funding criminal organization, and this is proven actually. Europol has very detailed studies on that. If you ask someone on the street, they're not really thinking, well, it's not very serious. And that kind of thought, I think, goes through from persons on the streets to people who make policy and also some in law enforcement and politicians. La contrebande, c'est effectivement un sujet qui doit être pris à bras-le-corps par l'État. Néanmoins, je pense qu'il est déjà important aussi de se focaliser sur ce qu'est ce marché de la contrebande, la contrefaçon en France. On était avant sur un marché qui était principalement transfrontalier, frontalier. Maintenant, on est sur un marché qui est vraiment très complexe et protéiforme, qui va être lié finalement à des réseaux criminels vraiment très structurés, très implantés, qui peuvent être internationaux, donc venir typiquement de Turquie, d'Algérie, qui disposent de capacités industrielles pour pouvoir inonder le marché, qui ont une législation plus flexible et qui ont une logistique déjà établie effectivement pour pouvoir distribuer ces genres de produits sur notre marché. Tout ce réseau parallèle de contrebande, etc., ça va nourrir des réseaux qui sont bien plus puissants et donc ça va nourrir du narcotrafic. So when people don't consider tobacco a particular problem, but we see the amount of money that's available to the criminals and then that gets reinvested to make them more and more powerful and move into other crime areas, for example, it's very worrying. So the fiscal policies of each country is a very important element of the whole equation. The other is education, so what people know about these products, because these products do not follow any product standards. If you're then buying from the black market, you're getting a product which is not regulated, has been manufactured in a factory which, and I've seen some of these factories, they're horrendous hygiene conditions, and I've been to proper factories which are like laboratories. These criminal organizations are the same that are doing illegal weapons trade, they're involved in drugs and human trafficking and terrorism, etc. A few months ago there was one factory, I forget where it was found, possibly the Baltics, and we're looking at a production capacity of 1 million a day. So this is commercial level of organisation. The machines are cutting edge. Oui, il y a eu 7 usines. L'année dernière, il y en a eu 3 de démantelées en France. La plus grosse qui a été faite, c'est dans la région à destination du marché parisien. L'offre de produits de tabac illicite au cœur de Paris. Et c'est les réseaux criminels structurés, organisés, qui en sont les principaux acteurs. C'est pas le citoyen ordinaire qui va faire un tour en Belgique ou en Espagne et qui ramène quelques cartouches pour sa consommation personnelle, le problème. There was another one in Spain. Organised crime group were running it, so they brought in machinery, raw tobacco and precursors. So that'll be glue, filters, paper, foil, etc. Everything that goes into making a cigarette. But they're also security conscious. So they will blindfold the workers to take them there, so they can't then identify where it is. They often take the mobile phones off of them because they might want to contact their families. The workers are kept normally within the factory, often very poor conditions. And then once the tobacco has run out or the precursors, they'll have a finished product. And that will be a counterfeit of a regular brand, so Marlboro or something like that. Those are then sold to an organised crime group. When we had a look at how organised this factory was, they probably invested in the region of 3.5 million euros into setting it up. So these guys are professionals at what they do. On assiste à un vrai glissement du trafic de stupéfiants et des réseaux criminels de ce trafic de stupéfiants vers le trafic de tabac, puisqu'il est moins pénalisé pour l'instant en France. Donc c'est un vrai sujet. I have seen criminals move to this area of crime because it is a high profit, low risk area. So if you're caught with a bag of cocaine, you're looking at a serious amount of prison time.
If you're caught with a bag of counterfeit or smuggled cigarettes, you might not even get a prison sentence, you know? Bien sûr, parce que là, on parle de pénalisation, on parle des peines encourues. Les plus pragmatiques, les plus factuels, c'est les réseaux mafieux. Ils vont là où il y a le moins de dangerosité. Ils savent s'axer à aller chercher le moindre, entre guillemets, risque. And a classic example is in these factories, the workers that are from perhaps Ukraine. They are arrested by law enforcement and normally released without charge. The problem is, in 2 or 3 months' time, those same workers are then rearrested in another factory in another country because they've got the skills that organised crime wants, and they're on that circuit and they've got that telephone number. So it's a vicious circle. C'est un gigantesque océan à vider avec une cuillère à soupe. Pour vaincre son ennemi, il faut bien le connaître. En 2025, Philip Morris International a commandé une étude auprès de la société KPMG sur l'évolution de la consommation de cigarettes illicites en Europe et en France. Et le constat est sans appel. What we saw out of the KPMG report on illicit cigarette trade is a big increase in the illicit, so we are doing worse. So at 10% the first time we saw a double-digit growth in illicit in EU. But also we saw different performance in different countries. There are countries that have very low illicit rate, like Italy, and then we saw countries that are doing worse and worse, like France and Netherlands. Cette étude va nous montrer que pour plus de 48%, le marché illégal européen se situe en France. Donc on est le premier pays européen et en plus on a quasiment la moitié du marché illégal européen. Why is France becoming such a target market? It's very difficult to then put your finger on one answer. You have, at the same time as the French government were putting up excise duty, the UK left the EU. So all of a sudden, the member state next door is no longer a member state. So you might have increased border checks of stuff coming into the EU, to the UK. At the same time, you've also got counterfeiters moving a lot of their operations from places like Poland to Netherlands and Belgium and Spain, right on the doorstep of France. So these things all combine together to perhaps create the situation we're in at the moment. Les douanes estimaient à peu près dans effectivement leur démantèlement des réseaux criminels qu'à 26% c'était des réseaux qui étaient liés au trafic de tabac. Donc c'est quand même assez énorme et ça c'était que sur l'année 2024. Donc on voit quand même que c'est un phénomène d'ampleur en France. Surtout ce qui est important, c'est que c'est à la hausse. La contrebande est à la hausse, alors que ce soit 40, 42, 43%. Ce qu'on remarque, c'est que c'est en hausse. I'm sure French law enforcement are working as hard as they can on what they've been asked to do. But had they not been there, perhaps the figures might have been even worse. En conséquence, les impacts sont majeurs sur deux plans. Au premier plan, c'est économique. La contrebande réduit nécessairement les volumes de vente légales et les revenus qui y sont liés. Le deuxième plan, il est sécuritaire. Le climat s'est fortement détérioré. Il y a de l'insécurité au quotidien. J'ai une autre casquette où je travaille beaucoup avec les commerçants de France. Il y a beaucoup d'acteurs du commerce qui sont perturbés par cette insécurité de ces marchés illégaux qui sont en train de se poser sur le pavé devant les établissements. On est sur une criminalité organisée avec plus de violence. Il y a des camions entiers de logistas qui ont été kidnappés. On a été victime de plusieurs braquages armés sur nos convois de livraison. Et à titre d'exemple, depuis avril 2025, on a une dizaine d'attaques violentes qui ont été recensées un peu partout sur les territoires nationaux, sur le nord-ouest de la France, dans le sud de la France, sur la région parisienne également. Donc là, on touche à un phénomène de criminalité qui conduit au narcotrafic. On n'est pas sur un petit braquage, on est sur un braquage qui est organisé et très violent en fait. Dans le schéma des émeutes, j'ai un établissement qui était pas loin de Saint-Ouen où les gars se sont mis à vendre en le piquant à 3h du matin, ils se sont installés devant et ont vendu directement dans le commerce. La sécurité publique est mise à mal parce que ce sont les groupes criminels organisés qui en font le trafic, qui en bénéficient, et évidemment, ils ne réinvestissent pas ces profits-là dans l'économie légale. Your money is going to organised crime. It's not going to the government. And if the government is getting that money, then they are putting some of that money into vital public services, hospitals, education, roads,
In the future, a lot of EU states will be looking at increasing their defence budgets. Where's that money going to come from? Le schéma des émeutes a sanctuarisé, moi, le fait de dangerosité de notre produit. Parce qu'on est les garants d'une fiscalité. Si j'achète un paquet de cigarettes à la sauvette dans la rue, il faudrait se poser la question à 2 fois. Ok, je vais le payer moins cher, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est de ma responsabilité de citoyen? Je pense pas. Est-ce que de notre fait et du fait de notre représentativité, nous ne devons pas quand même mener ce combat? Pour moi, il n'y a pas de question plus amène à se poser. On doit mener ce combat. 85%, je le répète, mais c'est ça, 85% du prix est contrôlé par l'État. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? I think that's the question that we all want to answer. For me, it involves, you need political will to do anything about it. If the politicians are engaged and said, there is a problem, we need to do something about it, it means that law enforcement then has a remit to do something. They will put resources into it, they will put funds into it, you'll get a good response, hopefully. On travaille main dans la main avec les forces de l'ordre, mais force est de constater que ça n'arrête pas les braqueurs et qu'aujourd'hui, c'est en pleine croissance. Nous engageons des poursuites judiciaires systématiquement lors de chaque préjudice subi, c'est-à-dire lors de chaque attaque. Notre objectif, c'est de toucher ces réseaux criminels sur leurs profits financiers, y compris au travers des saisies et des confiscations de leurs avoirs criminels. We need to target the finances of the criminals because they're in it for profit. And if we start making it easier for law enforcement to take away criminal profit, it really starts hurting organised crime groups. They're quite prepared to go to prison for 3-5 years because it's a badge of honour. It's part of what they do. If they then come out and have to start from scratch because all the money's gone, it's a very different proposition for them. That type of thing. Educating not only the politicians and the policy people, but also the public. And so if you want to continue doing that, that's where your money's going. So be it on you. Je pense qu'il est aussi essentiel que l'État prenne conscience qu'il faut aussi promouvoir les alternatives à risque réduit, qui sont vraiment nécessaires pour éviter que justement on ait un glissement du tabac légal au tabac illégal et finalement à des risques beaucoup plus importants pour la santé publique, avec finalement des produits qui échappent complètement au champ du contrôle, du sanitaire, etc. Alors qu'on sait que justement des produits comme la vape peuvent vraiment aider le fumeur à arrêter de fumer et à être dans vraiment une politique de réduction des risques liés au tabac. À l'heure où nous terminons la réalisation de cet épisode, la France a choisi d'interdire les sachets de nicotine sur son territoire dès mars 2026. Au lieu de chercher à réglementer ce produit émergent, qui a prouvé son efficacité en Suède, le gouvernement persiste et signe dans sa politique de prohibition et de répression à l'encontre d'un ennemi, toujours le même, la nicotine. Les pouches, la vape et tous les autres produits sans combustion existent sous l'impulsion croissante des consommateurs. Ils répondent à une demande réelle, concrète, légitime. Si l'État français semble fermer les yeux sur cette réalité, autant que sur les preuves scientifiques qui s'accumulent avec les années en faveur de ces nouveaux produits, les professionnels, eux, ont les yeux grands ouverts. I think one of the things that's happened recently was they've clamped down on the single-use vaping and the flavours. And the argument is that the flavours will attract young kids and they don't want people to start smoking. I understand the argument, but the figures today in the report are only just out. So we're starting already to see an illegal market and some smuggling going on in those just 10 markets. That's worrying for me because we haven't got a definition over what is what and who is allowed to sell what or what is banned in different countries. So the legislation is a mess. Je voudrais pas non plus que dans la vape, on fasse ce sujet qui nous est incombé au tabac de faire des interdits. Parce que ça nuit tout simplement à la consommation globale que personne ne maîtrise. C'est le consommateur final qui fait la décision. C'est lui qui va chercher le produit qu'il souhaite. The consumers exist in millions, actually around 40 millions are already using heat-not-burn products around the world. And we know it from our everyday lives and from a lot of experts, they are benefit for these products. I'm not a smoker, so it's difficult to then... But if there is a product out there that will help you quit, then perhaps always try and make sure that it's from a reputable buyer. And it is one of the reasons why these products are available in a legal market is they have gone through testing and be as healthy a product as it can be.
What we see with a lot of the public health people is that they're more anti-tobacco than they are pro-health. And that's even been coded into a principle used by WHO, which is, that there is a fundamental and irreconcilable conflict between the interests of the tobacco industry and public health. Well, what if there isn't? Smoking kills, vaping kills. It smells and tastes like strawberry. It can't be harmful, can it? Well, actually it does, it kills. So my view is that we need to do more. So what I intend to do is make sure that we increase again the hurdle of taxation across member states. Will not be easy, but what we currently have simply is too low. And we expand the scope and we go beyond the classic cigarettes. The emergence of next generation products, and one of the issues is they are very hard to define. Some have nicotine, some have tobacco. You've got vapes, e-cigarettes, heated tobacco products, you've got oral. These types of things, and each country is allowed to make their own decisions about it, which gives great flexibility, and I'm all for that. But the problem is it creates loopholes. If it's banned in one country, but you can buy it over the border, you're going to create a smuggling problem. Immediately you're going to start having people benefiting to move it to where it's banned. That's something that the criminals are very good at, spotting that opportunity and making money out of it. Because these products require technology, it's not that easy to replicate, so it is a solution for the countries to properly educate consumers and allow these better products to have options. So, of course, the wrong battles are given, and there is a huge room to improve our policies, thus to improve both public finances and public health. On n'est pas contre la réglementation, encore moins contre les mesures qui sont fondées sur des évidences probantes et qui peuvent réellement aider le fumeur à considérer une alternative. Idéalement, arrêter complètement. Mais ce n'est pas tous les fumeurs qui veulent ou qui peuvent arrêter la consommation de nicotine. Perhaps it's time to sit down and say, well, look, what are we doing right? What are we doing wrong? Let's try and give some more resources to police and customs, because this is a problem that's, is not going to go away overnight. Mais ce qu'il faut surtout retenir et espérer que les politiciens et les gens responsables, c'est d'apprendre de l'histoire du tabac et de ne pas répéter les mêmes politiques et donc les mêmes erreurs et espérer des résultats différents pour la fiscalisation éventuelle des produits du vapotage ou la fiscalisation éventuelle d'autres produits à base de nicotine tels que les sachets. Yeah, banning something doesn't make it go away. We've seen that as Prohibition in the 1930s. You ban something, you immediately push people who want that product into the black market. We need to know what is correct, what is not, what can be seized, what is legal. I think it's very difficult for consumers to understand the difference, right? So, if I'm buying a product at a shop, it costs me £10. If I'm buying what looks like the same product, not in a shop, but it costs me £5, which one am I going to buy? Am I looking at all of the test results? Do I know that the MHRA looks at one product but not at another? The answer to that question is that consumers don't know anything. They just look at things, oh, it's the same product and it's cheaper, I'll buy that one. If you see the world right now, all the effort is being done in order to regulate new, better categories. And very few things are happening, actually in most places in the world, none, on the most harmful category in cigarettes. I haven't seen any government to ban cigarettes. Why? De toute évidence, il n'y a pas de solution miracle pour éradiquer les problèmes liés au marché noir de la cigarette. La répression, même si elle a son utilité, aura toujours un train de retard sur les criminels. L'uniformisation des prix en vue de réduire les ventes transfrontalières paraît impossible à mettre en œuvre en raison des disparités de revenus à travers l'Europe. Baisser le prix du tabac n'est pas envisageable et monter le prix du paquet de cigarettes ne suffit plus. C'est l'échec d'une politique anti-tabac vieille de plus de 20 ans qui génère davantage de problèmes qu'elle n'en résout. Une mesure incomplète qui remplit les caisses de l'État à court terme plutôt que d'éduquer les consommateurs et de réduire les risques. Parce qu'une société sans drogue, ça n'existe pas, la consommation de nicotine ne disparaîtra pas de sitôt. En Europe, de plus en plus de gouvernements statuent sur de nouvelles lois répressives à l'encontre des produits à risque réduit, comme la vape ou les pouches. Diaboliser la nicotine et détourner le regard des pays voisins chez qui les politiques anti-tabac fonctionnent, c'est se voiler la face.
De nouvelles générations de consommateurs de nicotine arrivent. Alors il est urgent de se réveiller et de se mettre d'accord. Réglementer intelligemment sera toujours plus efficace que d'interdire. L'éducation sera toujours préférable à la répression.